C'est bon, Carole. Bonsoir à toutes et à tous. Carole Ciancio, je suis référente organisationnelle de la Société médicale de l'Institut Arnaud de Sanck, dont Madame le docteur Mathilde Versini est présidente et référente médicale. Je suis en présence de Monsieur Salvadori, notre directeur. Tout d'abord, un grand merci à vous de vous être connectés nombreux ce soir pour ce nouveau format webinar de la Société médicale de notre établissement. Nous espérons que ce nouveau format vous conviendra car nous souhaitons l'adapter à l'ensemble des prochaines sociétés médicales. Nous avons quelques projets, notamment de revoir un petit peu le site internet de la Société médicale, tout en conservant bien évidemment les archives de toutes les années en fait précédentes. Donc pour l'inauguration de cette première ce soir, nous avons sollicité Dr Romain Ruggieri, neurologue, tout récemment installé au centre de consultation de notre établissement. Il est en présence de Patricia Delporte, à qui je laisse tout de suite la parole. C'est à vous. Bonsoir à tous, donc c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce nouveau mode, un peu dans l'ère du Covid, mais peut-être au plaisir de vous rencontrer en présentiel dans le futur. Pour ce soir, donc, de ce qu'on peut faire en neurologie générale, de façon générale, à la fois faire quelques rappels de sémiologie et également de radiologie, vous parler d'où je viens, mon cursus et vous présenter aussi ma technicienne avec qui je travaille pour les électroencéphalogrammes. Même si encore, je pense que vous pouvez lancer la présentation. On est en train de la lancer, il y a un peu de... mais ça arrive. Hein. D'accord. C'est bon. Alors, voilà, comme je vous disais dans un premier temps, l'idée c'est de vous rappeler globalement d'où je viens, mon parcours, ce que je peux proposer à vos patients en termes de compétences. Et dans un second temps, on fera quelques rappels de sémiologie neurologique, non pas sur l'examen, puisque ça, je ne peux pas vous le montrer physiquement, mais on essaiera de voir un petit peu ce qui est important à l'interrogatoire pour des patients quand on se place du point de vue du clinicien. Et en deuxième lieu, je voulais vous parler un peu d'imagerie parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, en tant que neurologue, de relire nous-mêmes les clichés de nos patients pour avoir une petite expertise radiologique sans pour autant se substituer à nos confrères de radiologie. Donc, dans un premier temps, voilà, on va passer sur la première partie. Donc, globalement, voilà, j'ai fait mon internat sur Nice. Je suis arrivé à Nice en fin 2012. J'ai fait 4 ans d'internat de neurologie sur Nice, sauf sur une période de 6 mois sur laquelle je suis allé au CHU de Toulouse pour me former en neuropsychologie. J'ai une formation que j'ai voulu volontairement assez polyvalente, c'est-à-dire à la fois ciblée sur mouvements anormaux, épilepsie, les céphalées, la neuropsychologie à Toulouse, comme je vous disais, mais d'autres domaines comme les accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques et tout ce qui est le versant également neuromusculaire. Après 2012, donc j'ai pris un poste de praticien hospitalier, on peut revenir sur la diapo précédente, sur l'hôpital d'Antibes pendant 3 ans et demi. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler en particulier avec mon confrère, le docteur Muller, qui est neurologue libéral sur Antibes, mais également neurologue mi-temps à l'hôpital. 3 années et demie, donc au cours desquelles j'ai eu l'occasion de me former en électrophysiologie. Donc ça a été l'occasion de compléter toutes mes connaissances avec tout ce qui est électroencéphalographie et électromyographie, voilà, que je peux vous proposer aujourd'hui donc en cabinet à l'Institut, juste à mon installation finalement qui est tout à fait récente puisque je suis là depuis 4 semaines maintenant. Voilà, donc j'en profite pour vous introduire ma technicienne qui est Madame Delporte, qui a une très très grande expérience en électroencéphalographie, qui travaille vraiment très très bien. Je suis vraiment très très content de l'avoir. Voilà, ça fait 40 ans qu'elle fait de l'EEG et elle a toute ma confiance pour l'interprétation des tracés et pour, de façon générale, la gestion du cabinet. Patricia, tu veux juste te introduire peut-être de 30 secondes? Oui, donc j'ai travaillé pendant 40 ans à l'hôpital d'Antibes comme technicienne d'EEG.
Et j'ai fait aussi quelques visites sur l'Institut Arnaud de Sanck. J'étais avec le docteur Mercier et le docteur Soubiel, donc notamment en réa-cœur et en médecine 2. On me voyait assez souvent pour les électroencéphalogrammes. Voilà, donc là maintenant je suis à la retraite au niveau de l'hôpital d'Antibes, mais j'y retourne encore pour donner des cours d'électroencéphalographie aux nouvelles infirmières. Et là, j'ai rejoint donc le cabinet du docteur Ruggeri et je suis également au cabinet du docteur Muller pour faire les électroencéphalogrammes. Voilà un petit peu mon parcours. Alors, on peut passer sur la diaporama suivante. Voilà, donc comme je vous disais, effectivement, pour ce qui concerne vos patients, le cabinet est ouvert depuis le 2 juin. Donc, vous pouvez bien sûr référer les patients au cabinet pour des avis divers, aussi bien pour l'épilepto, la sclérose en plaques, des mouvements normaux, tremblements, Parkinson, infarctus cérébraux, pathologie neuromusculaire et troubles cognitifs. Il n'y a pas de souci, on prend tout en charge. Il y a une activité électrophysiologique, comme je vous disais, qui est également en place. Pour l'électroencéphalographie, pour l'instant, ça se fait le jeudi matin. Et on verra par la suite si on peut développer tout ça. Et en ce qui concerne l'électromyographie, j'en fais tous les jours au cabinet. Il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas à référer les patients. On est disponible pour ça. Voilà. On peut passer sur les diapos suivantes. Donc, on va passer au rappel de sémiologie clinique. Alors, je vois une question qui m'est posée là. Juste, le seul versant de la neurologie que je n'explore pas actuellement, c'est tout ce qui est le versant du sommeil. Hein. Donc, ça, c'est des patients qu'on réfère actuellement plutôt à mon collègue, le docteur Launay, sur la clinique Saint-Jean, parce que c'est vraiment le seul neurologue du département qui a une valence reconnue avec un DIU du sommeil. Voilà. Alors, pour ce qui est de la partie sémiologie, voilà, juste reprendre des éléments vraiment très, très essentiels de base en termes de systématisation. Vous savez qu'on a une systématisation qui oriente à l'interrogatoire soit vers une pathologie centrale, c'est-à-dire qui concerne le système nerveux central, à savoir l'encéphale et la moelle épinière. Donc, pour ça, à l'interrogatoire, il y a des questions à poser qui orientent assez rapidement. Finalement, c'est un patient qui va vous décrire un tableau qui est soit hémicorporel, c'est-à-dire qui va concerner le bras, la jambe du même côté et souvent la face. Ce qui va distinguer en neurologie entre l'hémicorporel qui oriente plutôt vers l'encéphale et la moelle, c'est l'épargne de la face. Ça, c'est un élément très important qui est souvent oublié quand on nous parle de patients. Je pense en particulier à des correspondants qui nous disent, voilà, j'ai un patient qui fait une parésie du membre supérieur et du membre inférieur. J'ai fait une IRM cérébrale, elle est normale. Pourquoi est-ce qu'elle est normale? Je ne comprends pas. Ce qui est important, c'est effectivement de voir si la face est épargnée, puisqu'à ce moment-là, la réponse est il faut faire une IRM médulaire cervicale, parce que la réponse se situe probablement à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est un élément d'importance à l'interrogatoire, parce que ça oriente beaucoup l'examen. Alors après, bien sûr, ce n'est pas parce que c'est brachiaux, ça touche le membre supérieur et le membre inférieur en épargnant la face que c'est forcément médulaire, mais c'est quand même un élément d'orientation quand l'IRM encéphalique est normal. Il y a également d'autres éléments d'interrogatoire qui peuvent orienter vers une pathologie médulaire. Je pense en particulier aux troubles sphinctériens et on a souvent des troubles qui sont bilatéraux hein, quand c'est médulaire, même si ce n'est pas systématique, mais voilà, c'est quand même important à demander. Ensuite, pour la diaporama suivante, voilà, une fois que vous avez une pathologie qui est neurologique avec une systématisation qui oriente vers quelque chose de central, il faut vous poser la question du mode d'installation, à savoir, est-ce que je suis dans quelque chose qui s'est installé brutalement, qui a été d'emblée maximal hein, donc, il faut bien le demander aux patients parce que c'est vrai que les patients, quand on leur dit, voilà, comment ça s'est passé, et il va vous dire spontanément, ah ben, j'ai eu le bras et la jambe. Mais il vous dira jamais, non, ça s'est passé en même temps. Parce que quand vous posez la question de façon subtile, il va vous dire, ah ben oui, effectivement, ça m'a concerné le bras, puis c'est remonté quelques minutes plus tard à la jambe de façon progressive, enfin descendu, pardon, à la jambe. Donc ça, c'est des éléments très, très importants à l'interrogatoire parce que pour nous, ça oriente de suite vers un panel d'étiologies différents, en fait. Donc, quand votre patient vous répond oui, effectivement, je me suis réveillé comme tel le matin ou alors ça s'est installé d'une seconde à l'autre sur l'ensemble de l'hémicorps, là, de suite, il faut penser à une pathologie vasculaire. Donc, en ce qui concerne les pathologies vasculaires, bon, on en reparlera un petit peu plus tard sur le versant imagerie. Je vous ferai un rappel sur les urgences. Mais globalement, il y a une régulation qui se fait sur l'hôpital Pasteur quand vos patients ont des symptômes qui sont apparus dans les 4 premières heures, hein, globalement.
Par la suite, quand c'est des patients qui vous orientent plutôt vers un mode progressif, qui va vous dire, voilà, j'ai une parésie du membre supérieur, mais qui s'est étendue progressivement sur plusieurs semaines à un membre inférieur ou à la face, là, c'est quand même quelque chose d'assez douteux. Il faut tout de suite orienter plutôt vers un phénomène qui va être tumoral ou inflammatoire. Inflammatoire, forcément, on va cibler vers des patients qui sont plutôt jeunes, hein, puisqu'on pense à la sclérose en plaques en premier lieu, donc à peu près la trentaine, 20-30 ans, même si ce n'est pas forcément tous les cadres de sclérose en plaques, ou tumoral, en particulier s'il y a un terrain avec des comorbidités qui orientent. Je pense en alcoolotabagie ou d'autres choses. Voilà. Mais ça peut être aussi des tumeurs prémissiles, dans quel cas, effectivement, ce n'est pas ce type de facteur de risque cardiovasculaire. Altération d'état général et toutes les choses que vous connaissez déjà. Après, en revanche, pour ce qui concerne des phénomènes progressifs et transitoires, par exemple des patients qui viennent en consultation en disant, voilà, j'ai eu un phénomène visuel progressif, type scintillement, qui se sont étendus sur le champ visuel en quelques secondes. Ça a duré parfois jusqu'à 1 heure. Parfois, ça s'est étendu par la suite. Oui, on a eu d'autres phénomènes neurologiques comme des paresthésies. J'ai eu des fourmillements du bras. Et puis, en quelques minutes, c'est venu s'installer au niveau de l'hémilèvre ou de l'hémiface. Là, on s'oriente plus vers d'autres étiologies de type aura migraineuse. Hein. Par exemple, c'est également souvent des patients jeunes qui vont décrire ou pas, mais c'est vrai que ce n'est pas systématique et c'est piégeur pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir une migraine. Parfois, il n'y a pas de migraine, parfois, c'est une céphalie non migraineuse. Ça peut être piégeur. Mais ça peut aussi être des crises focales sensitives ou des crises aphasiques. Voilà, ça c'est aussi piégeur parce qu'on n'y pense pas forcément. On peut penser que l'épilepsie, c'est forcément des convulsions, mais pas du tout, en fait, l'épilepsie focale. La symptomatologie va probablement dépendre, en fait, de la région du cortex qui est impliquée, qui est pathologique. Donc, on peut avoir vraiment une sémiologie très fine et un peu piégeuse hein, pour tout ce qui est central. Donc, voilà. D'emblée maximale, bien sûr, et brutal, c'est vasculaire en premier lieu. Progressif, on va distinguer, voilà, est-ce que c'est progressif, résolutif ou pas. Si c'est pas résolutif, a priori inflammatoire tumoral. Si c'est résolutif et rapidement résolutif en moins d'une heure, on oriente vers aura migraineuse ou épilepsie focale, hein, dans un premier lieu. Voilà. On peut passer à la diaporama suivante. En ce qui concerne la systématisation pour les pathologies neurologiques périphériques, souvent, c'est des patients, c'est une systématisation qui est très particulière. Hein, voilà, on reconnaît bien ça par rapport aux pathologies centrales. Bon, pour ce qui est du radiculaire, vous connaissez déjà, hein, c'est une symptomatologie bien précise, des douleurs dans les régions cervicales, au lombaire, suivi dans le cas d'un effort, souvent, mais pas toujours, suivi d'une irradiation dans le membre supérieur avec une topographie très spécifique, des douleurs qui ont des caractéristiques neurogènes, ça veut dire des charges électriques ou des brûlures. Donc ça, c'est vraiment très, très évocateur d'une pathologie radiculaire. Pour ce qui est du plexique, en général, c'est un peu plus difficile à distinguer d'un point de vue sémiologique. Globalement, pour le membre supérieur, ça peut prendre une allure plurielle radiculaire ou tronculaire. Et pour ce qui est des atteintes à ce moment-là, au niveau des nerfs, donc plus en distalité du nerf, on a plusieurs types de typologies en fait. On a d'un premier lieu des atteintes qui sont dites tronculaires, c'est-à-dire une atteinte du tronc nerveux hein, entre la racine et la distalité, d'accord. Donc ces atteintes tronculaires, le plus souvent, il faut savoir qu'elles sont liées à une pathologie compressive locale. Je pense, nous, on voit le plus souvent, c'est le syndrome du canal carpien, hein, c'est-à-dire vous avez une compression locale au niveau du nerf médian qui passe au poignet, et donc vous avez des symptômes très typiques, c'est-à-dire les paresthèses dans les 3 premiers doigts de la main, parfois une faiblesse au niveau de l'adducteur du pouce quand ça devient vraiment très, très important. Ça, c'est vraiment les pathologies tronculaires typiques, ou alors on pourrait en citer une autre qui est sur le schéma également, c'est la compression du nerf SPE au col du péroné. Et donc là, c'est un patient qui vient avec une paralysie des releveurs. Donc ça, c'est également assez typique, c'est ce qu'on voit classiquement au cabinet pour de la pathologie tronculaire. Voilà. Ensuite, on a effectivement des atteintes qui concernent plutôt les terminaisons nerveuses. À ce moment-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de systématisation tronculaire très bien définie. En fait, on se rend compte que le patient vient vous voir en disant, ben voilà, moi j'ai des paresthésies ou un engloutissement des 2 pieds, voilà, des brûlures plantaires. Ça, c'est vraiment très évocateur dans la polyneuropathie axonale. C'est des choses qui évoluent très, très lentement dans le temps. Hein, donc, il n'y a pas lieu que le patient vienne vous dire que ça touche d'emblée les mains. C'est les pieds. Le plus souvent, la cause principale, c'est une cause métabolique. En premier lieu, le diabète. En fait, c'est un perturbateur général
toxique pour le nerf, qui vient toucher les nerfs qui sont les plus fragiles, c'est-à-dire les plus longs, donc en premier lieu les nerfs des pieds. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la polyneuropathie. Et ensuite, vous avez des atteintes qui sont plus évocatrices de ce qu'on appelle la polyradiculoneuropathie, dont le premier chef de file est ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré. Hein, ça, vous connaissez bien aussi en général. C'est l'atteinte post-infectieuse du nerf, à la fois les racines de nerfs et les terminaisons, dans leur intégralité en fait. Et ça donne un tableau d'un patient qui vient vous voir en disant, voilà, j'ai une atteinte typiquement, on dit ascendante rapidement progressive, hein, donc c'est des paresthésies comme une polyneuropathie à la base, un patient avec des paresthésies des pieds ou alors des mains d'emblée, mais qui viennent très très rapidement monter. Voilà. Et ça, c'est donc très évocateur, ça va vous faire évoquer le tableau de polyradiculonérite, type Guillain-Barré. Donc, c'est des patients qui, bien évidemment, doivent être orientés à un service des urgences, puisque, bon, ils sont à risque de détresse respiratoire pour certains, quand il y a une atteinte motrice très importante sur les muscles respiratoires. Donc, ça, on peut passer à la diaporama suivante. Donc, effectivement, là, c'est ce que je vous ai détaillé. Hein. Mononeuropathie, c'est des tableaux tronculaires compressifs. Polyneuropathie, un phénomène métabolique qui vient toucher les nerfs les plus fragiles, donc les plus longs, donc classiquement plutôt les pieds, et très longuement ascendant, hein, donc sur plusieurs années. Hein. Et ensuite, le tableau de polyradiculoneuropathie, comme je vous disais, classiquement post-infectieux, donc l'atteinte typique, syndrome de Guillain-Barré. Voilà. On va passer à la diapo suivante. Voilà, alors pour ce qui est de la sémiologie, interrogatoire, examen clinique, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire pour ce soir. Bon, on pourra bien sûr revenir lorsqu'on aura l'occasion de se voir en présentiel si besoin pour refaire des topos sur l'examen clinique, en particulier vous montrer les détails de l'examen si besoin. Il n'y a pas de souci, je serai dispo pour ça. En ce qui concerne l'examen, voilà, la radiologie en neurologie, simplement, voilà, la base pour vous reprendre les principales séquences qu'on utilise, je pense, en particulier en neurologie vasculaire, mais de façon générale pour identifier ce qu'on appelle les hypertonies de la substance blanche. Hein, c'est des hypertonies T2 sur les séquences T2 flair et T2 standard. Nous, on regarde principalement. D'accord, je vais essayer de faire en sorte pour l'écho, je vais essayer de faire attention. On regarde principalement les séquences de diffusion. Les séquences de diffusion, c'est une séquence qui est très, très importante pour le vasculaire, puisque c'est une séquence qui nous permet de déterminer s'il y a un infarctus cérébral dans les toutes premières heures. Hein. Comme vous savez, l'IRM, c'est un examen qui est beaucoup, beaucoup plus sensible que le scanner cérébral quand il s'agit de mettre en évidence soit un infarctus précocement, puisque le scanner, vous ne verrez pas de différenciation avant au moins 6-8 heures, et ça, c'est vraiment le minimum. Et en général, c'est 24 heures. Hein. Et ensuite, c'est aussi très, très important de faire une IRM quand on a des patients qui ont des déficits neurologiques, on va dire, aussi symptomatiques, parce qu'on ne peut pas passer à côté de lésions lacunaires sur un scanner cérébral, hein, compte tenu de la définition sur le parenchyme. Ensuite, la séquence flair, c'est une séquence très, très importante également en imagerie. Pourquoi? Parce que quand on ressent un patient en neurologie vasculaire en urgence, on lui fait des séquences de diffusion et de flair sur l'IRM. La séquence de diffusion nous montre qu'il y a donc une ischémie cérébrale sans une topographie particulière. Et on superpose cette séquence de diffusion à la séquence flair pour voir s'il y a une constitution de l'infarctus cérébral. Et donc, malheureusement, s'il y a une constitution, le plus souvent, c'est qu'on est au-delà du créneau de 4h30, parfois pas toujours, mais le plus souvent, c'est au-delà. Et ça veut dire que les gestes d'urgence qu'on peut proposer aux patients, je pense à la thrombolyse et depuis plus récemment, donc la thrombectomie mécanique, ne sont pas des gestes qu'on pourra proposer parce qu'en fait, on est sur du parenchyme infarci et donc on est sur un risque iatrogène très, très important de saignement dans les suites. Donc, ce sera malheureusement des patients qui ne pourront pas être inclus dans le protocole et c'est pour ça qu'on se bat actuellement pour bien sûr que les patients soient bien régulés par le SAMU quand ils appellent et qu'eux également sont informés pour contacter directement le centre 15 avec 1 heure de début des signes, leur traitement en cours, hein, puisque également vous savez qu'un traitement anticoagulant va contre-indiquer la réalisation d'une thrombolyse pour peu que l'INR soit supérieur à 1,6 pour les patients sous AVK et pour les NACO, c'est des cas particuliers. La séquence est 2 étoiles. C'est également une séquence qu'on va utiliser en vasculaire parce que c'est une séquence qui a une particularité de montrer les saignements intracrâniens, même les petits saignements. Donc, évidemment, sur un patient qui fait un infarctus, si on a un début de remaniement hémorragique, c'est pareil, c'est une contre-indication formelle à toute thrombolyse. Hein. Sinon, on se retrouve avec une catastrophe et une hémorragie intraparenchymateuse. Voilà. La dernière séquence qu'on utilise pour vos patients qui ont des infarctus cérébraux, c'est la séquence 3 d'étoffe artérielle.
C'est une séquence qui est intéressante, puisque c'est une séquence qui permet de voir les artères intracrâniennes sans injection de gadolinium. En fait, c'est une séquence qui va analyser le flux artériel, et donc elle nous permet de voir effectivement quelle est l'artère au plus, et en fonction de l'artère au plus, orienter le geste. Vous savez peut-être pas que les gestes de thrombectomie mécanique actuellement ne se font que pour des patients qui ont des occlusions proximales, puisque la thrombolyse n'est pas très efficace pour les occlusions proximales. Et par occlusion proximale, j'entends surtout occlusion du tronc basilaire et les occlusions carotidocidiennes. En pratique, à Nice, ils vont jusqu'à la portion terminale de l'artère cérébrale moyenne. Donc, bon, ils vont assez loin. Mais voilà, ce n'est pas des gestes qui sont réalisables pour des occlusions des portions plutôt distales. Et à ce moment-là, on se limite effectivement au geste de thrombolyse. Donc, on peut passer à la diaporama suivante. Voilà. Donc après, pour nous, ce qui est important en imagerie, c'est effectivement d'avoir notre propre avis sur des patients qui viennent avec des hypertonies de la substance blanche. Vous voyez toutes ces taches qu'on peut voir sur l'IRM. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos radiologues de ville n'ont parfois pas toujours l'expertise sur en neuroradiologie. Donc, on a besoin aussi d'avoir nos propres avis pour rassurer aussi des patients à qui on a annoncé un diagnostic de sclérose en plaques et qui ont fait des hypertonies d'allure vasculaire. On va passer au diaporama suivant. Voilà. Donc, pour vous expliquer, en fait, ce que vous voyez sur les comptes rendus d'imagerie, ce que vous entendez par leucoaraiose, d'accord? Ça, c'est le terme classique, c'est un terme qui veut dire leucopathie vasculaire. Ce que veut dire leucopathie, c'est, de façon générale, toutes les atteintes de la substance blanche. Donc, sur le diaporama, vous avez différents segments de la substance blanche, parce qu'on les catégorise selon leur topographie. Vous avez la substance blanche profonde tout à gauche, la substance blanche sous-corticale au milieu et la substance blanche, tout ce qui est ensuite vraiment dans le contingent périventriculaire en troisième partie. D'accord? Voilà. Donc, on va passer à la diaporama suivante. Comme je vous disais, voilà, leucoaraiose, c'est juste un vieux terme qui veut dire leucopathie vasculaire. Et cette leucopathie vasculaire, on va pouvoir l'identifier grâce à des critères de sémiologie radiologique qui sont très importants à décliner à chaque fois qu'on a ces imageries sous les yeux. Voilà, on peut passer à la diaporama suivante. Donc, dans les causes de leucopathie, il y a plein de causes de leucopathie, d'accord? Donc, quand on voit des hypertonies de la substance blanche, on a tout un critère, tout un déroulé, comme je vous disais, pour voir quelles sont les catégories. Les deux grandes catégories que je vous ai mis en gras, c'est le vasculaire et l'inflammatoire. Le vasculaire, c'est les maladies des petites artères cérébrales. On va voir les étiologies. L'inflammatoire, le chef de file, c'est la sclérose en plaques. Et après, on a d'autres critères, mais que je ne vous détaillerai pas aujourd'hui, pour distinguer les leucopathies toxiques, les leucopathies métaboliques, les leucopathies tumorales et les leucopathies sur des atteintes infectieuses. Voilà. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà. Finalement, la question, c'est, voilà, devant ces images-là, à quoi j'ai affaire? Quelle est l'étiologie? Est-ce que c'est une leucopathie héréditaire? Est-ce que c'est une leucopathie inflammatoire? Est-ce que c'est une leucopathie vasculaire? Voilà, donc plein de cas de figure différents et donc des orientations diagnostiques forcément différentes et sur la thérapeutique aussi. Alors, on va passer à la diaporama suivante. À l'interrogatoire, qu'est-ce qui nous importe? Déjà, c'est de voir l'âge du patient, parce qu'effectivement, sur un âge du patient plus élevé, on s'oriente d'emblée vers une leucopathie vasculaire, a priori. Forcément, a fortiori, s'il y a des antécédents vasculaires, je pense à l'HTA, mais il y a également d'autres éléments qui nous orientent. Un patient immunodéprimé, ça c'est important pour savoir, puisqu'on peut avoir des leucopathies infectieuses. Je pense à la leucopathie encéphalopathie, la LAMP, leucopathie multifocale progressive. Les circonstances de survenue, est-ce qu'il y a eu une infection récemment? Est-ce qu'il y a eu des vaccinations, des prises de toxiques? On peut avoir également des leucopathies toxiques. Les traitements long cours de façon générale. L'examen clinique va contribuer bien sûr à orienter vers l'étiologie de la leucopathie parce que, par exemple, des patients qui arrivent à la consultation avec un tableau de retard mental, qui sont à un trouble de développement mentaux, de base, ça nous oriente aussi plutôt vers une leucopathie métabolique. Voilà. Donc ça, c'est des éléments très, très importants. On peut passer à la diapo suivante. Alors, d'un point de vue purement radiologique, au-delà de l'examen clinique, comment on s'oriente vers des tâches finalement sur l'IRM, sur la substance blanche? La topographie des lésions. Est-ce qu'elle est sus
sous-tentorielle, d'accord? Parce que sous-tentorielle, forcément, c'est un critère très important pour dire que c'est plutôt une leucopathie inflammatoire par rapport à du vasculaire, je pense. Est-ce que c'est des leucopathies qui sont en plage, d'accord? Ou est-ce que c'est des lésions, plein de petites lésions en point qui finalement finissent par devenir confluentes? Est-ce qu'on est sur une topographie, comme je vous le disais tout à l'heure, de la substance blanche profonde, périventriculaire? Est-ce que ça touche voilà, les fibres en U? En fait, c'est la substance blanche vraiment sous-corticale, hein, comme vous voyez sur le schéma, les fibres en U ou arquées. Est-ce que ça touche le corps calleux? Ça, c'est un élément important également pour une leucopathie inflammatoire. Est-ce que c'est une leucopathie, voilà, une atteinte paréto-occipitale? Ça, c'est vraiment pour également une autre étiologie bien particulière, qui sont les syndromes d'encéphalopathie postérieure réversible. L'atteinte fasciculaire, bon, ça je ne détaille pas, mais c'est en gros, est-ce que ça suit le faisceau pyramidal? Quand on regarde le long du déroulé, sur des coupes axiales, pour d'autres étiologies, je pense en particulier aux leucopathies héréditaires. Et ensuite, est-ce qu'on a une atteinte de la substance grise associée? Ça, c'est un élément qu'on pour catégoriser plutôt une leucopathie vers une leucopathie d'origine vasculaire. Donc ça, c'est ce qu'on regarde sur les hypersignaux en séquence T2 flair. Ensuite, on va regarder les autres séquences que je vous ai présentées. Je pense en particulier au T2 étoile pour regarder s'il y a des micro-hémorragies. Et ça nous orientera également vers une leucopathie vasculaire. De la même façon, est-ce que le patient a d'autres signes neurologiques? Comme je vous disais, s'il a une neuropathie optique, s'il a une atteinte médulaire, on est plutôt dans le cadre d'une leucopathie inflammatoire avec le chat de fil, comme je vous le disais, plutôt sclérose en plaques. On va passer à la diaporama suivante. Donc, pour ce qui est de la leucopathie vasculaire, c'est une des deux grandes causes de leucopathie. Hein. L'étiologie principale, c'est ce qu'on appelle la microangiopathie cérébrale. D'accord? Donc, en gros, c'est une maladie des petites artères cérébrales. Vous avez vos perforantes cérébrales qui viennent se boucher pour une raison donnée. Le plus souvent, bien sûr, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. D'accord? Ça, c'est les principales étiologies de microangiopathie cérébrale. Et donc, en fait, nous, sur l'IRM, on va le voir, comme vous le savez, par des hypersignaux de substance blanche, d'ailleurs vasculaire, avec les critères sémiologiques qu'on a définis. On va le voir par des microsaignements sur les séquences de l'étoile. Ça, je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Une dilatation des espaces de Virchow-Robin. Les espaces de Virchow-Robin, c'est en fait les tout petits espaces qui entourent ces petites artères. Et donc, en fait, on va avoir l'impression qu'il y a un trou dans le cerveau hein, quand on regarde. Mais en fait, c'est juste du LCR le LCR qui entoure l'artère qui s'est dilatée. Hein, c'est l'espace qui s'est dilaté, donc on voit le LCR. Et la leucopathie vasculaire. Donc, ça, c'est les quatre grands éléments qui vont plutôt vers une leucopathie vasculaire, vers une maladie des petites artères cérébrales. Comme je vous disais tout à l'heure, même les microangiopathies cérébrales, quand c'est à l'origine d'un infarctus cérébral, dans quel cas c'est un infarctus lacunaire, on ne propose pas de traitement par thrombectomie, puisque vous avez compris que c'est pour les grosses artères. Mais à ce moment-là, c'est quand même des patients qui sont protocolisables pour de la thrombolyse. Donc, c'est quand même important de les orienter quand c'est en phase aiguë, même si effectivement, le tableau classique de la leucopathie vasculaire et de la maladie des petites artères cérébrales, c'est plutôt des atteintes chroniques. On peut passer à la diaporama suivante. Donc là, j'ai essayé de vous montrer sur cette diaporama, en fait, les autres types de lésions qu'on peut avoir sur des patients qui ont des maladies des petites artères cérébrales. Hein. Sur la deuxième diapo, je vous ai mis une flèche pour vous montrer une lacune. Hein. Et sur la troisième diapo, voilà, le troisième visio, vous avez des petits points noirs, en fait, hein, qui sont sur la séquence de l'étoile, qui sont en fait des micro-hémorragies. Hein. C'est pareil, le même témoin, ce sont des petites artères qui ont pété. Ce n'est pas sous la forme d'une grosse hémorragie cérébrale, ce sont des micro-bleeds, hein, des micro-saignements. Cliniquement, ça ne parle pas. En fait, il n'y a pas d'expression clinique. C'est des patients qui se plaignent de rien. Mais ça a quand même pour nous un marqueur diagnostique important. Et de même, la topographie des microbleeds aura une importance très particulière pour catégoriser leur étiologie. Mais pour nous, en tout cas, les microbleeds des petites artères cérébrales, de la maladie des petites artères cérébrales sur l'hypertension artérielle, le diabète, c'est des microbleeds qui ont une topographie profonde, donc ils sont plutôt dans les noyaux gris centraux ou dans la substance blanche profonde. Pas dans le cortex, comme vous voyez ici. Ça, c'est plutôt d'autres pathologies comme l'angiopathie amyloïde cérébrale, qui est une pathologie cousine de la maladie d'Alzheimer. Donc, on va passer à la diaporama suivante. Comme je vous disais, voilà, il y a plein de causes de maladies des petites artères cérébrales. Encore une fois, c'est un déroulé.
Vous êtes si on devait faire un résumé, vous êtes hypertonie vasculaire, maladie des petites artères cérébrales, et là, vous déroulez les étiologies. 1, diabète, 2, hypertension artérielle, mais il y a plein d'autres causes. Le cas d'Asie, c'est une maladie héréditaire des petites artères cérébrales. C'est des patients qui, malheureusement, font des infarctus à un âge assez précoce et qui finissent leur vie, malheureusement, avec une démence vasculaire. On n'a pas de traitement encore pour cette pathologie génétique, qui est quand même assez rare. Et il y avait l'angiopathie amyloïde cérébrale. Donc, comme je vous disais, je ne détaille pas parce que c'est vraiment ça relève vraiment de la spécialité, qui est une maladie congénitale de la maladie d'Alzheimer. On passe à la diaporama suivante. Donc, voilà, comme je vous disais, c'est des patients qu'on a orientés par le terrain, par la clinique, par la radiologie. Cette maladie des petites artères cérébrales, comme je vous disais, elle peut se manifester en aigu par un infarctus lacunaire qu'on thrombolysera dans les 4 premières heures si le patient a pu être régulé. Si c'est quelque chose de chronique, c'est des patients qu'on voit à la consultation pour une plainte cognitive. Souvent, c'est des troubles exécutifs. Donc, c'est des patients qui ont des troubles attentionnels, d'accord, mais des troubles de planification, de raisonnement, d'accord, et qui peuvent également se plaindre de troubles de la mémoire. Mais c'est des troubles de la mémoire qui, lorsqu'on les catégorise, sont différents de la maladie d'Alzheimer, puisque ce n'est pas un problème de stockage de l'information. L'information est bien rentrée, elle a bien été stockée. C'est un problème pour la récupérer. C'est des patients qu'on a besoin d'indicer pour qu'ils récupèrent l'information. Voilà. Donc, on les voit sur ce mode de présentation cognitive. On peut aussi les voir sur un mode de présentation trouble de la marche. Classiquement, c'est des patients avec une marche ralentie et qui est collée au sol. Et qui, lorsque c'est vraiment très, très évolué, peuvent avoir également des troubles sphinctériens. Et si on ne contrôle pas bien les facteurs de risque vasculaire, on a une altération cognitive si importante qu'on peut arriver au stade de démence. Voilà, le schéma classique de la démence vasculaire, c'est vraiment ça, c'est la maladie des petites artères cérébrales, même si la démence vasculaire, c'est plein d'autres choses également. On peut passer à la diapo suivante. Alors, comme je vous disais, pour ce que nous on retient en termes radiologiques, c'est des hypertonies de la substance blanche qui touchent les régions périventriculaires. Les centrosomies ovales, en fait, c'est une partie de la substance blanche qui est juste en dessous du cortex moteur. C'est, si vous suivez le trajet des fibres pyramidales, c'est juste en dessous, voilà, du cortex moteur. Région sous-corticale haute, effectivement. L'axe blanc du tronc cérébral, en fait, c'est surtout le pont. C'est donc la deuxième partie du tronc cérébral. Vous avez le mésencéphale, le pont et le bulbe. Donc, c'est des patients qui ont des hypertonies du pont et qui ont également une atteinte des noyaux gris centraux. Je pense au thalamus. Il y a également les noyaux lenticulaires. Ces hypertonies respectent la substance blanche sous-corticale. Ça, c'est un critère pour une maladie des hypertonies inflammatoires, les capsules internes et le cortex. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. L'atteinte des grosses artères cérébrales, elle prend une autre présentation. C'est souvent des tableaux beaucoup plus bruyants qu'on voit à ce moment-là qu'en aigu, le plus typiquement, à moins que ce soit par-ci inaperçu cliniquement, mais là, c'est quand même assez rare. C'est, je pense, ce que vous connaissez le mieux. Les patients qui ont le tableau d'infarctus antérieur, cérébral antérieur, cérébral moyen aussi vient, on dit aussi, cérébro-postérieur. Après, on les classe, nous, en neurologie, selon l'atteinte profonde ou superficielle dans chaque territoire. Voilà, classiquement, cliniquement, c'est le patient qui vient vous voir, qui vient faire le tableau d'hémiplégie, d'hémianopsie, de déviation oculocéphalogyre ou d'aphasie, classiquement. Comme je disais que ça peut passer inaperçu cliniquement, c'est des patients qui classiquement ont le tableau d'artère cérébrale postérieure parce qu'ils n'ont qu'une hémianopsie latérale homonyme et à ce moment-là, souvent ils ne s'en rendent pas compte ou pas forcément. Ce qui passe bien sûr, ce qui est bien sûr vu, c'est les troubles moteurs en premier lieu. C'est ça qui les alerte. C'est des alertes bien sûr qui doivent être régulées par le SAMU et qu'on transfère à Pasteur 2 en urgence et qui sont vus par le neurologue de garde. On va passer à la diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on propose en fait à vos patients quand ils font une phase aiguë d'infarctus avec occlusion des gros troncs? Le patient, en fait, il est évalué, en fait, il arrive aux urgences de Pasteur 2, il est régulé par l'infirmière d'accueil et là, de suite, il est pris en charge par le neurologue des urgences qui a eu l'appel en amont. C'est-à-dire que le neurologue, il a eu le médecin du SAMU au préalable et il lui a dit « Faites-vous revenir le patient parce qu'il est potentiellement protocolisable ». Classiquement, c'est comme ça que ça se passe. Parce que le patient est autonome,
parce que le patient n'a pas de traitement anticoagulant qui contre-indiquerait un geste de fibrinolyse ou une thrombectomie, et parce qu'on a estimé qu'il avait a priori un score NIH, c'est-à-dire un score d'évaluation du déficit neurologique dans la pathologie vasculaire, qui va pouvoir permettre de l'inclure dans le protocole de thrombolyse ou de thrombectomie. Donc, on est appelé par l'infirmière d'IAO, ou du moins le neurologue de garde est informé par l'infirmière d'IAO. Le patient est mis en box de déchocage, il est évalué, donc on lui fait un score de NIH. Je vais vous montrer à quoi ressemble le score de NIH, comment on code tout ça. On évalue ce score, on passe direct à l'IRM, puisqu'en fait, il y a un accord avec les radiologues de Pasteur qui ont la gentillesse d'ouvrir l'IRM à chaque fois qu'on a un patient qui est protocolisable. Et donc, à ce moment-là, on voit, comme je vous ai dit, la séquence diffusion et la séquence flair pour voir si en premier lieu, le patient peut rentrer dans le protocole de thrombolyse ou thrombectomie, puisque comme vous le savez, s'il y a un hypersignal flair qui est congruent à hypersignal diffusion, les affaires sont faites et malheureusement, on ne pourra pas thromboliser le patient. Bien sûr, la thrombolyse et la thrombectomie supposent que le patient a été conditionné dans des conditions d'un point de vue paramédical. J'entends par là que le patient ne doit pas être levé. Pourquoi on ne doit pas les lever? En fait, ça c'est important de ne pas lever les patients quand ils sont en phase aiguë non AVC, parce que de base, il peut y avoir en fait un infarctus cérébral qui est lié à un hypodébit. C'est-à-dire vous avez une occlusion, vous n'avez pas une occlusion de carotide, vous avez une subocclusion. Et donc à ce moment-là, le patient fait des signes sur une ischémie sur l'hypodébit. Donc si vous relevez le patient, vous êtes à risque de l'aggraver d'un point de vue clinique, puisque vous allez majorer l'hypodébit. Donc, à partir de là, nous, quand on examine le patient, c'est toujours à plat. Il arrive toujours à plat et on ne le relève pas tant qu'on n'a pas vu les troncs supraortiques. Voilà. Donc, à ce moment-là, on le passe dans l'IRM, on le confirme comme protocolisable ou pas. Souvent, si le patient n'est pas protocolisable, il est renvoyé vers un centre hospitalier de périphérie dont tu dépends. Et c'est peut-être pour ça que certains de vos patients sont renvoyés vers des CHG ou ailleurs. Et s'il est protocolisable, à ce moment-là, il est transféré directement sur l'unité neurovasculaire avec un appel au neuroradiologue interventionnel si besoin pour faire un geste de thrombectomie. Et la prise en charge se fait sous anesthésie générale. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà, ça c'est simplement pour vous montrer en fait le score de cotation. Je ne sais pas si vous le voyez dans une taille suffisante. Pour moi, c'est un tout petit peu petit. Globalement, c'est un score qui nous permet de donner d'évaluer globalement le champ visuel, la motricité, l'oculomotricité, le langage. C'est un score très très utile, mais on va dire qu'il a aussi ses faiblesses puisqu'il n'est pas très performant pour les infarctus de fosse postérieure. Mais voilà, globalement, c'est quand même un bon score qu'on utilise. On va dire que pour des gestes de thrombectomie, il faut quand même un score NIH qui soit à un minimum élevé. De façon générale, un patient qui a une occlusion des gros troncs, il va avoir de base un score élevé, puisqu'il aura une hémiplégie complète. Donc, il passe de suite à 8 ou 10 avec l'aphasie et la dysarthrie, plus les myopsies souvent. Mais voilà, on a besoin au moins, je pense, au moins de 9-10 pour discuter d'un geste de thrombectomie, parce qu'autrement, on n'est pas dans un rapport bénéfice-risque qui est favorable pour ce type de traitement. On va passer à la diapo suivante. Voilà, donc comme je vous disais, l'hypersignal diffusion, c'est très très important pour localiser le territoire infarci, d'accord? Ça, c'est la portion qu'on va pouvoir sauver si jamais on arrive à déboucher l'artère à temps, d'accord? Avant qu'il y ait une constitution en séquence flair. Ensuite, on compare bien le territoire qui est en cours d'infarcissement à l'artère qui est occluse. Ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez en B un infarctus qui est en train de se constituer dans le territoire civière superficiel droit, d'accord? Et vous avez une occlusion de l'artère cérébrale moyenne droite. Si vous comparez par l'autre côté, c'est vraiment très très parlant et il y a une très très grosse asymétrie. Elle est occluse dans sa portion proximale, on dirait la portion M1, et c'est donc un patient qui est à risque de faire un tableau neurologique sévérissime, d'accord? C'est des syndromes de l'hémisphère mineur avec une héminégligence et qui là, en plus, il est à risque de compléter un territoire cévien profond parce qu'il est vraiment occlu en portion très très proximale de l'artère cérébrale moyenne. On le voit aussi sur le cliché d'artériographie que vous avez par la suite. Il n'y a vraiment plus rien qui passe dans l'hémisphère droit là, à ce niveau, pour ce cas. On passe à la séquence suivante. Voilà, ça c'est ce que je vous disais. C'est un patient qui est admis directement en soins intensifs neurovasculaires sur Pasteur,
Ils ont 1000 lits intensifs. Il y en a toujours un qui est disponible en thrombolyse. Même quand il y a toujours des patients, on se débrouille toujours pour accueillir les patients qui nécessitent un traitement de phase aiguë sur les soins intensifs neurovasculaires. Ces patients-là, donc, ils sont traités par thrombolyse et ou thrombectomie lorsqu'on les inclut dans le protocole. Ils ont un angioscan cérébral injecté de contrôle à 24 heures pour voir si on a réussi à bien déboucher l'artère. Et ensuite, on poursuit la prise en charge classique, c'est-à-dire la prévention des agressions cérébrales d'origine systémique, les AXOS, c'est-à-dire la glycémie, la tension artérielle, la température et tous les paramètres qui pourraient favoriser l'infarcissement et le remaniement hémorragique, d'accord? Et bien sûr, la prise en charge précoce, donc dès 24 heures, ils sont enlevés, ils sont pris en charge par le kinésithérapeute pour la parésie et pour l'aphasie par l'orthophoniste, mais également les troubles de la déglutition. Hein, ça, c'est ce que je vous ai pas dit, c'est très très important. Un patient en phase aiguë, ils ont souvent des troubles de la déglutition parce qu'ils ont une aphasie et qu'ils ont également une apraxie bucco-faciale associée, ou bien parce qu'ils ont une parésie du voile. Et à ce moment-là, il ne faut absolument pas leur donner à manger ou à boire parce que ça, c'est le coup gagné pour faire une pneumosinhalation derrière. Donc, c'est vrai que c'est des patients qu'on surveille de très très près sur ces versants-là, pour pas qu'ils se compliquent. Et ils sont surveillés par les infirmières de soins intensifs et leur font un examen neurologique. Elles ont été formées pour ça toutes les 2-3 heures. Voilà. Donc, on peut passer à la diaporama suivante. Les étiologies des maladies des grosses artères, en premier lieu, vous les connaissez, hein, c'est la pathologie athérothrombotique. Mais il y a également, bien sûr, il ne faut pas le négliger pour les infarctus cérébrales. La deuxième grande étiologie, c'est les étiologies cardiaques, avec le chef de file qui est la fibrillation auriculaire, et ça, nos cardiologues, ils le connaissent bien. On peut avoir aussi le cas de maladies du tissu élastique, mais c'est moins fréquent. Mais je vais vous parler de ça parce qu'en fait, les dissections, c'est également une cause d'infarctus cérébral fréquente chez le sujet jeune à ce moment-là, chez les patients qui ont eu une manipulation, ont fait un geste sans faire exprès, tourner la tête de façon trop brusque, pris un coup. Voilà, ça peut arriver d'avoir ce type de cas-là et donc on est vigilant chez le sujet jeune à bien rechercher une dissection parce que c'est également pas le même traitement. C'est des patients qu'on anticoagule en phase aiguë. Voilà. Donc, on va passer à la diapo suivante. Bon, cette diapo-là, en fait, c'est simplement pour vous montrer, en fait, à quoi ressemble un infarctus dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne. Voilà, vous avez la première diapo à gauche. Ça, c'est vraiment le territoire superficiel de l'artère cérébrale moyenne. Ensuite, vous avez le territoire de l'artère cérébrale antérieure. Ça, c'est la diaporama numéro 2. Et en 3, voilà, je vous ai mis, c'est un infarctus dans le territoire profond de l'artère cérébrale postérieure. Donc, vous voyez, c'est vraiment des topographies très spécifiques. On ne peut pas se tromper quand on les connaît. C'est vraiment des territoires très, très différents. Avec une cytomalgiologie qui, du coup, est différente, hein, puisque ce n'est pas les mêmes fonctions qui sont impliquées. Dans les cérébrales antérieures, on a plutôt des déficits hémiplégiques avec une prédominance rurale, puisque la somatotopie fait que le territoire infarci concerne plutôt la portion motrice du membre inférieur. Pour les infarctus ciliens, c'est brachiofascial ou hémicorporel proportionnel, d'accord. Et sur les cérébrales postérieures, à ce moment-là, on peut avoir des troubles sensitifs, mais le plus souvent, c'est des troubles visuels. Les troubles sensitifs, c'est quand on a une atteinte thalamique, classiquement, dans les territoires profonds de la cérébrale postérieure. On va passer à la diapo suivante. Donc, ça, c'est simplement pour vous montrer, parce que c'est sûr que les choses me paraissent un peu évidentes, mais pour vous, je comprends bien que vous ne voyez pas des imageries de la tête tous les jours. Voilà, vous avez bien toutes les artères cérébrales postérieures en arrière, donc les artères cérébrales moyennes qui partent comme ça en transverse, et les cérébrales antérieures qui, en fait, c'est pas facile de se les projeter, mais en fait, elles reviennent comme ça. Elles partent vers l'avant et elles reviennent ensuite vers l'arrière, en remontant le long du corps calleux. Ces artères, voilà, c'est bien le réseau vasculaire intracrânien. Et voilà, 2 postérieures, 2 moyennes, 2 antérieures, avec un réseau de communicants, des communicantes postérieures, une communicante antérieure. Et donc ça forme en fait un espèce de schéma géométrique, de figure géométrique qu'on appelle le polygone de Willis. Voilà. Et donc on est bien vigilant, effectivement, neurovasculaire. Pour des patients qui ont des sténoses de plusieurs artères, on évalue souvent la circulation dans le polygone. On regarde dans l'intégralité parce qu'en fait, par exemple, pour des patients qui ont une sténose
l'artère vertébrale d'un côté. Souvent, quand on les staffe en réunion de concertation, on a besoin de savoir un petit peu comment est l'autre artère vertébrale. Est-ce qu'il y a une bonne communicante postérieure qui va venir suppléer si jamais j'ai une sténose? Et tout ça, ça va permettre d'orienter des gestes de revascularisation quand il y en a besoin. Voilà. On peut passer à la séquence suivante. Donc voilà, ça c'était pour vous parler grosso modo de la locopathie vasculaire. Là, je vous fais un petit rappel en synthèse. Locopathie vasculaire, c'est hypersinus de la substance blanche, classiquement profonde, d'accord, qui touche les noyaux gris, qui s'associe à des microsaignements sur la séquence T2, avec des dilatations des espaces de Virchow-Robin, qu'on peut voir d'ailleurs ici sur la séquence T1 sur la droite, en haut à droite. Voilà. Et également situé dans le pont, mais de façon générale qui épargne la fosse postérieure. Ça, c'est vraiment les hypertonies vasculaires. Et donc, la principale cause, microangiopathie cérébrale, diabétique, hypertensive. Voilà. Donc, que ce soit bien clair pour vous. Ensuite, on va passer à la diaporama suivante sur les hypertonies inflammatoires. Alors, les hypertonies inflammatoires. Voilà, vous savez que c'est quand même pas du tout la même application diagnostique pour nous, pour les patients. Je pense en particulier aux patients qui viennent à la consultation avec un diagnostic de sclérose en plaques qui a été posé sur une IRM. C'est très, très, très difficile de rattraper le coup à la consultation quand on leur a annoncé qu'ils ont eu une CEP, parce que de suite, ils ont entendu « déficit, je vais finir en fauteuil roulant ». Donc, voilà, c'est vraiment très difficile. On a des consultations dédiées pour ça, prolongées. C'est vraiment très important. C'est malheureusement encore un diagnostic qui est très, très difficile à entendre, malgré le fait qu'on ait des traitements de fond qui sont aujourd'hui efficaces, puisqu'on n'est plus du tout sans possibilité thérapeutique dans ce type de pathologie. Voilà. Donc, je vous rappelle que le chef de file des maladies de la substance blanche, c'est la sclérose en plaques, mais, il y a un mais, ce n'est pas la seule pathologie inflammatoire. Donc, pour des patients qui viendront à la consultation avec des hypertonies de la substance blanche, on ne peut pas systématiquement poser un diagnostic de sclérose en plaques. On a besoin d'appliquer des critères diagnostiques et de les interroger pour voir un petit peu dans quel cadre on se situe. Je vous ai mis la diaporama pour vous expliquer un petit peu tout ça par la suite. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, si on devait résumer les pathologies inflammatoires du système nerveux, en gros, on peut les classer de la façon suivante. Vous avez des maladies qui évoluent de façon polyphasique, c'est-à-dire des patients qui vont faire plusieurs poussées dans leur vie, d'accord? Ou bien monophasique, c'est un seul épisode, une seule poussée. Et ensuite, on peut les classer selon leur atteinte du système nerveux central, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont toucher une région très particulière ou bien est-ce qu'ils touchent tout le système nerveux? Si on doit recouper ces deux critères-là, la sclérose en plaques, c'est une pathologie inflammatoire du système nerveux central, donc le cerveau et la moelle, polyphasique, c'est-à-dire elle est chronique, les patients font plusieurs poussées et cette pathologie touche l'ensemble du système nerveux central. Donc elle va toucher le cerveau, la moelle et toutes les régions. Ensuite, vous avez des pathologies beaucoup plus rares et donc on ne les détaillera pas, que sont par exemple l'encéphalomyélite aiguë disséminée, c'est ce qui est appelé ADEM sur cette diapo, d'accord? Cette pathologie, c'est l'équivalent du syndrome de Guillain-Barré sur le nerf, d'accord? C'est un orage immunitaire sur le système nerveux central. Et donc, vous avez un patient qui fait un tableau neurologique très bruyant, avec des symptômes qui sont souvent différents de la sclérose en plaques, des poussées de sclérose en plaques, avec des troubles cognitifs, ça peut arriver. Et c'est un orage unique. Le patient récupère et quand on le voit à distance, il n'y a pas de nouvel épisode. Donc, c'est une atteinte post-infectieuse unique. Ce n'est pas une vraie maladie auto-immune, hein, c'est juste un phénomène désimmunitaire unique. Ensuite, vous avez d'autres pathologies. La dernière que je détaille aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la NMO, parce que c'est une pathologie d'individualisation, on va dire, relativement récente. C'est une maladie inflammatoire qui est beaucoup plus sévère que la sclérose en plaques et qui bénéficie de traitements différents, qui peuvent même être aggravés par certains traitements de la sclérose en plaques. Donc, pour nous, c'est important de le distinguer, puisque forcément, quand il y a une implication dans le devenir du patient, c'est essentiel. Donc, beaucoup plus sévère et qui a un tropisme particulier, puisqu'elle touche surtout, mais pas que, le nerf optique et la moelle épinière. Donc, c'est des patients qui font des tableaux très sévères, par exemple de myélite qu'on dit transverse, myélopathie transverse avec paraparésie, paraplégie, troubles sphinctériens, ou bien des neuropathies optiques sévères avec une baisse d'acuité visuelle très sévère à 1/10 ou à compte les doigts. Voilà.
Je ne détaille pas plus que ça, mais pour vous dire qu'il y a d'autres pathologies que la sclérose en plaques, même si la sclérose en plaques reste le chef de file des pathologies inflammatoires. On peut passer à la suivante. Voilà, donc au total, si on doit catégoriser les maladies démyélisantes du système nerveux central, vous avez les maladies démyélisantes qu'on dira primitives, qu'on appelle maladies démyélisantes de cause inflammatoire, d'accord, sclérose en plaques, et celle dont on vient de parler, d'accord, avec un tout petit spectre de recoupement avec les maladies démyélisantes du système nerveux périphérique, je pense au syndrome de Guillain-Barré et au polyradiculonéphrite chronique, puisqu'il existe aussi des formes chroniques de polyradiculonéphrite. Et ensuite, vous avez les maladies démyélisantes qu'on dira secondaires, vasculaires, donc là on a vu, hein, c'est la démyélisation d'origine vasculaire, et d'autres étiologies. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner une image du spectre des pathologies démyélisantes du système nerveux central. Et donc, quand vous voyez personnel de substance blanche, c'est de la démyélisation, mais démyélisation ne veut pas dire sclérose en plaques. Ça peut être plein d'étiologies différentes. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Dernière partie, comment je reconnais des hypertonies inflammatoires. Comme je vous disais précédemment, ce sont classiquement, mais pas toujours, des patients qui sont plutôt jeunes, d'accord, avec des hypertonies qui ont vraiment une topographie et une morphologie assez particulières, des lésions qui sont plutôt ovoïdes, d'accord, qui sont perpendiculaires à l'axe des ventricules, voilà, vraiment perpendiculaires à l'axe des ventricules, qui touchent le corps calleux, la jonction substance grise substance blanche, c'est-à-dire les fibres en U, vraiment juste en dessous du cortex, et la fosse postérieure, qui est par les noyaux gris centraux. Et quand on a des lésions médulaires, forcément, c'est un grand aveuglement pour dire que c'est plutôt des hypertonies d'origine inflammatoire. Donc ça, c'est vraiment des critères très, très importants pour distinguer les hypertonies inflammatoires qui vont orienter vers ce grand cadre diagnostique avec le chef de pile, la sclérose en plaques. On peut passer à la diapo suivante. Alors voilà, c'était simplement quelques exemples pour vous montrer un petit peu à quoi peuvent ressembler ces hypertonies de substance blanche. Sur les séquences flaires que vous voyez là, vous avez des hypertonies que vous verrez qui sont donc quand même de taille supérieure aux hypertonies vasculaires. Ce n'est pas des tout petits points, c'est des hypertonies qui sont plutôt ovoïdes dans leur morphologie. Il y a un aspect qu'on appelle substance blanche sale. On le voit bien là sur la première coupe d'IRM en T2 flair, en haut à gauche. Hein, vous avez une espèce de liseré blanc continu, voilà, le long du ventricule. Ça, c'est assez évocateur d'hypertonies d'origine inflammatoire. Ce qui est important également et qu'on voit très très bien sur la coupe sagittale en bas à gauche, c'est les hypertonies en crête de coque, hein, qu'on a au niveau du corps calleux. Ça, c'est typique de sclérose en plaques. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, des coupes qu'on regarde en systématique pour s'orienter vers les hypertonies de substance blanche d'origine inflammatoire. Et là, je pense que vous ne le voyez pas aussi bien. Il y a un hypersignal de la substance blanche au niveau des pédoncules cérébelleux. Et ça, c'est aussi assez évocateur d'hypersignaux d'origine inflammatoire. Donc, c'est vraiment, voilà, deux hypersignaux, en fait, quand on a vraiment l'habitude de les regarder, c'est quand même quelque chose qui, sémiologiquement, trompe pas, même si c'est quand même des cas un peu particuliers, pas toujours faciles. Mais globalement, c'est des critères sémiologiques assez différents pour ces hypersignaux. La diaporama suivante. Voilà, comme je vous disais, il n'y a pas que la sclérose en plaques, on a d'autres atteintes. Les atteintes monophasiques, post-infectieuses, classiquement, même si c'est vrai que l'ADEME, ça touche plutôt l'enfant, mais pas que. L'ADEME, c'est vrai qu'on a une épargne du corps calleux, classiquement. Là, vous avez une hypersignal, enfin, vous avez sur la gauche une IRM qui est évocatrice d'ADEME. Vous voyez qu'il y a une espèce de plein d'hypersignaux vraiment très, très gros, hein, au niveau de la substance blanche. C'est vraiment très, très évocateur de l'encéphalite myélique aiguë disséminée. Et l'élément important également qu'on a en radiologie, c'est la prise de contraste simultanée. Hein. Ça dit bien que lorsque ça prend le gadolinium de façon simultanée sur toutes les lésions, ça oriente bien sur le fait que les lésions se sont faites toutes au même moment. Hein, parce que vous savez que quand une lésion prend le contraste, ça veut dire que la lésion est active. Hein. Donc, il y a une infiltration des lymphocytes dans le système nerveux central qui est en train de se faire. On peut passer à la diaporama suivante. Voilà, pour terminer, donc les hypertonies de substance blanche, comme vous voyez, substance blanche périventriculaire, hypertonie ovoïde, des prises de contraste au gadolinium qu'on peut voir là en bas à droite sur les séquences en T1. Voilà, vous voyez un petit peu les espèces d'auréoles qu'on peut voir autour des lésions. Voilà, ça c'est des éléments très très importants puisque les hypertonies vasculaires ne prennent quasiment pas le contraste. Hein.
Donc ça, c'était un critère également important, la prise en contraste gadolinium pour l'étiologie des hypersignaux. Diaporama suivant. Donc en résumé, et pour terminer le topo de ce soir, hypertension vasculaire, hypertension inflammatoire, vasculaire caudiciforme plus confluent, topographie périventriculaire avec des lésions associées, c'est-à-dire dilatation des espaces périvasculaires de Virchow-Robin, microsaignements sur la séquence de l'étoile, hein, les petites taches noires qu'on a vues, les lacunes, donc qui sont des micro-infarctus, d'accord. Et ensuite, des hypertonies inflammatoires, topographie périventriculaire aussi, et pas que, ovalaire, sous-corticale, atteinte du corps calleux et atteinte de la moelle, plus de la fosse postérieure. Voilà, c'était un petit peu ce dont je voulais vous parler sur le plan radiologique. Je crois qu'il ne reste plus qu'une diapo, si je me souviens bien. Voilà. Bon, c'est pour vous dire que ce sera un plaisir d'accueillir vos patients en cabinet de neurologie sur l'Institut Arnaud de Sanck pour réaliser à la fois des études de neurologie générale et des explorations fonctionnelles quand c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention pour ce diaporama. C'était un plaisir. Docteur de Ruggieri, il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Donc, cette question est du docteur Boyer, pneumologue à notre institut. Prenez-vous en charge le syndrome des jambes sans repos? Oui, oui, bien sûr, on en prend. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein. On prend en charge ce type de pathologie. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être encore des questions? N'hésitez pas. Donc, on va clôturer. Merci beaucoup à Dr Ruggieri, donc, ainsi qu'à son assistante, Patricia Delporte, pour cette présentation très intéressante et d'une grande qualité. Nous, on vous donne rendez-vous en septembre pour le prochain webinaire Société médicale sur le thème IRM de stress. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous. À bientôt. Merci à tous. Merci.